Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quand la réalité rattrape la fiction, le 3 janvier dernier, la ville de Bar-Lin dans le Pas-de-Calais a ouvert une école maternelle dans un EHPAD. Eh bien, c'est le point de départ du film Un petit miracle de Sophie Boudre, qui est actuellement dans les salles. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, celui de la naissance de George Washington, le premier président américain. Les programmes, évidemment, seront ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Battre 2 records du monde en 3 jours. Est-ce que c'est possible? Et oui, le défi a été relevé par une Australienne. Et puis on retrouvera enfin Marie-Olivier pour son cours particulier, suite de notre série de portraits sur de grands pédagogues avec Yvonne Agnauer. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Il faut que je vous laisse faire le lancement, en fait. À quoi ça sert l'amour, hein? À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Et voilà, et c'est sur cette célèbre chanson d'Edith Piaf que se referme le film Un petit miracle, film avec notamment Alice Paul, Jonathan Zakaï et Eddie Mitchell. Et le petit miracle que le film traque avec humour et sensibilité, eh bien, c'est celui-ci, c'est celui de l'amour, ou au moins celui du sentiment, pas forcément amoureux, ça peut être l'amitié aussi, en tout cas ce qui nous relie les uns aux autres et ce qui nous permet d'aller de l'avant, que l'on ait 5 ou 85 ans. Le film est actuellement dans les salles et on a le plaisir de recevoir à cette occasion sa réalisatrice Sophie Boudre. Bonjour. Bonjour à vous. On va regarder la bande-annonce. Allez, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. Les pompiers disent que c'est peut-être un départ électrique. Qu'est-ce qu'on va faire? La seule salle aux normes, elle est dans un endroit où personne ne veut foutre les pieds. Écoute, c'est joli, hein. C'est juste une maison de retraite, hein. Tu verras, ils sont mignons. Dans votre intérêt comme dans le mien, votre école et la résidence seront 2 espaces parfaitement étanches. J'ai hâte. Vous êtes devant la chambre de Robert, là. Robert, il dort. Non, il dort pas. Robert, c'est rouge. Bon, je me sentirais mieux si vous allez vous coucher. Georges. J'essaie de trouver le sommeil. Bah bien sûr, en slip. Il va y avoir de l'action. Oh, bonjour. Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison. Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté de mettre des fleurs. Ah, attention, tu comptes 3, 4. Toi, tu prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer. On fait 50-50. Coucou, Rose. T'as vu mes colliers? Oh, ils sont jolis. C'est étanche. C'est fini. Tout ce qu'on a réussi, ça compte pas. On se calme. Vous êtes censé donner l'exemple. Faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu. Je croyais que vous vouliez qu'on vous laisse tranquille. J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde. Tu crois que c'est une bonne idée? Non. Non, c'est une très mauvaise idée. Et voilà, le petit miracle, Sophie Boudre. L'idée du film, elle nous est venue d'une histoire vraie. Alors aux États-Unis, on a vu qu'il y a des trucs en France, notamment à la rentrée dernière dans le Pas-de-Calais. Mais au départ, vous voyez un documentaire. Je vois un documentaire, un petit teaser sur Internet, complètement par hasard, où je vois justement cette directrice de maison de retraite un peu au bout de sa vie, parce qu'elle trouve que tout ça est très amorphe et elle ne sait pas comment réinjecter un peu de la vie. Et elle se dit, bon, bah, pourquoi pas essayer d'intégrer une école maternelle. Ça a été tellement bénéfique, ça a été tellement positif, et même sur le point de vue médical, où Alzheimer a commencé à diminuer, ils ont retrouvé le goût de la vie, ils ont retrouvé des envies, et puis c'est en train de se décliner beaucoup, en tout cas en France, et c'est vraiment un remède à la tristesse. Et pas seulement pour des questions de disponibilité de locaux. Précisément parce que ça a un certain nombre de vertus pédagogiques. Mais absolument. Et puis après, bon, évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a tout ce qui est sanitaire. Les enfants, c'est quand même D'aimables nids à microbes. Exactement. Donc, on les aime beaucoup. On vous adore, les enfants, sur School TV. On vous adore. Cœur, les enfants. Cœur, les enfants. Donc voilà, il faut doser. Et puis, mais je crois qu'entre les microbes et retrouver le sourire, il n'y a pas photo. Finalement, le sourire, c'est pas mal. Toute une galerie de personnages extrêmement sympathiques, extrêmement attachants. Jonathan Zakaï, que vous avez emprunté au Bureau des légendes, entre autres, qui est un comédien absolument formidable, en patron de maison de retraite, qui est quand même plus à l'aise avec les histoires de cul de ses pensionnaires qu'avec la pédagogie. Mais parce qu'il est très cul. C'est ça, voilà. Mais parce qu'il sait que le cul, ça redonne du boost, ça rebooste les gens. Ouais. Donc voilà, il essaye en tout cas de ne pas juger le fait d'avoir encore du désir. Comment vous avez fait pour... Alors, vous travaillez beaucoup. Vous êtes réalisatrice, mais plutôt dans la pub avant, c'est ça? Alors moi, j'ai fait... Et vous avez l'habitude de travailler beaucoup avec des enfants.
Absolument. C'est quand même un truc de dingue que de diriger cette armée de. C'est pas simple, hein, ouais. parce que c'est quand même une bonne grosse colonie de bruit et de. Mais bon, voilà, moi j'ai une patience d'ange avec eux. Je trouve qu'un enfant c'est tellement irrésistible, ça va par son côté spontané, rien n'est calculé. Je trouve qu'on vit quand même dans un monde pas simple, et les enfants, moi, ce brin de légèreté et de bons sentiments, ça me fait du bien. Alors légèreté, mais ils arrivent tous, on se dit qu'évidemment les personnes âgées, elles le disent, elles arrivent lestées par le poids de la vie et par des manques, une épouse, une maison, que sais-je. Mais les enfants, ils sont aussi lestés par un certain nombre de choses, les attentes des parents, des complexes, ils sont pas vierges comme quand ils débarquent. Non, ils sont pas vierges, mais parce que même entre 6 et 9 ans, tu as déjà un petit bagage, et puis tu te crées ta propre personnalité, donc ça laisse des traces, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que quand il y a une bienveillance, en tout cas, qui s'installe, ils ont besoin de transmission, et c'est très rassurant pour eux d'avoir des personnes âgées qui transmettent, et eux, ils apportent justement tout ce sens de la vie. Ouais. Qui ne sont pas forcément commodes. Hein. On a vu la vieille dame qui dit « Toi, tu vas pas m'arnaquer ouais, ». Tu dis beaucoup de gros mots, c'est ça que je dis un gros mot, parce que c'est des gros mots dans le film. Ça dit ça fait partie des plaisirs des enfants. Avec un petit miracle, Sophie Boud signe un premier film touchant, joyeux, sincère, de ceux qui égayent une douce soirée d'hiver Mossad. C'est signé du magazine Elle, et on est bien d'accord, on retrouve Sophie Boud après l'Anti-Sèche chez Magessel. Emma, bonjour. Bonjour. Rebonjour d'ailleurs, je vous ai fait chanter sans même vous demander votre avis. Mais parce que on a une chanteuse extraordinaire quand même, vous avez entendu. J'ai vu quelle voix, quel timbre. Mais ouais, absolument formidable. Emma, hier dans l'Anti-Sèche, on a parlé des États-Unis avec l'histoire de Malcolm X. Aujourd'hui, Anti-Sèche américaine toujours, mais consacrée à l'anniversaire de la naissance de George Washington. C'était le 22 février 1732. Washington, qui, comme chacun sait, fut le premier président des États-Unis. Oui, alors que lors de la naissance de George Washington en 1732, les États-Unis sont très loin d'être ceux qu'on connaît aujourd'hui. Toute la côte atlantique du continent est colonisée par la Grande-Bretagne. Il y a en tout 13 colonies britanniques qui vont ensuite former les États-Unis à la suite de la guerre d'indépendance. Et c'est justement pendant cette guerre d'indépendance que George Washington se fait connaître. Oui, alors avant que la guerre éclate, c'est un riche propriétaire terrien qui gravit les échelons lors de sa jeunesse grâce à de victoires militaires. Et lors de la guerre d'indépendance, qui éclate en 1775, il est nommé commandant en chef des troupes insurgées. Il se bat avec force et honneur face aux troupes anglaises jusqu'à une victoire décisive à Yorktown en Virginie avec l'aide des Français, et c'est cette victoire tout à fait qui décide les Anglais à négocier l'indépendance de leurs 13 colonies d'Amérique du Nord en 1783. George Washington devient un héros national. Et c'est ensuite lui qu'on appelle à la présidence de la Convention de Philadelphie. Là, on est en 1787, convention qui va organiser et fédérer ces 13 États. Si vous allez à Philadelphie, vous pouvez encore voir plein de choses, la cloche de l'indépendance. Enfin, voilà, c'est une ville qui vit... Absolument. Et George Washington, il y préside la commission de rédaction de la Constitution. Et 2 ans plus tard, en 1789, date clé de l'histoire, George Washington est élu président des États-Unis à l'unanimité par le collège électoral. Il prend officiellement ses fonctions le 30 avril à New York, ville qui est choisie pour être la capitale provisoire. Et ce jour-là, Washington inaugure une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Vous savez, c'est celle de prêter serment de fidélité sur la Bible, ce que font tous les présidents américains depuis George Washington. Et oui, comme tous les passionnés de séries et d'actualité, bien sûr, le savent. Fraîchement élu, Washington, il s'attelle à consolider le pouvoir exécutif, parce que tout est à construire. Tout est à construire, voilà. Entre août et septembre 1789, il crée les principaux ministères et met en place la Cour suprême des États-Unis. Il est entouré de ses proches collaborateurs, on les voit tous dans les programmes scolaires, je les ai tous trouvés. Henry Noe, secrétaire de la guerre, Alexander Hamilton, secrétaire au Trésor, qui crée la Banque Bill, la Banque nationale des États-Unis. Mais il y a également Thomas Jefferson, futur président. Voilà, et futur 3e président des États-Unis par la suite. Qui est à l'époque secrétaire d'État à Washington, qui façonne les États-Unis d'Amérique. C'est lui qui instaure Thanksgiving, je crois, la fête la plus importante pour les Américains. Et puis, surtout, il choisit de construire cette nouvelle capitale. Vous avez dit que New York, c'était provisoire. Ouais. Voilà, et c'est lui qui décide du lieu où se tiendra donc la capitale des États-Unis, baptisée modestement Washington. Oui, mais pourquoi aller chercher plus loin, mais tout à fait. Moi, j'aurais une capitale à faire, je dirais, tiens, voilà, plus d'Avidenko, c'est plus simple. Et donc,
Washington et c'est lui aussi qui pose la première pierre du Capitole, le siège du Congrès. Les frontières de Washington sont établies en 1791, mais la construction de la ville est retardée, notamment parce que ça prend du temps de construire les monuments institutionnels, donc le Capitole, la Maison-Blanche. Voilà, et Washington ne devient le siège effectif du gouvernement qu'en 1800. Entre-temps, il a été réélu en 1793 pour un second mandat de 4 ans, Washington. Oui, mandat où il n'est pas très populaire. Il décide donc, après, de quitter la vie politique après avoir passé 7 ans à la tête des États-Unis. Il prononce son discours d'adieu en 1796 et il meurt sur ses terres en Virginie très peu de temps plus tard, en 1799. Je vous disais qu'il était impopulaire, mais bon, c'est souvent le cas dans les dernières années de sa vie. Mais aujourd'hui, George Washington, il est considéré comme un héros national aux États-Unis. C'est un des présidents les plus populaires de l'histoire du pays. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré. Oui. On ira en Australie. En Australie. Une grande série anglo-saxonne, Grand Oral, Sophie Boudre. Il y a là Alice Paul, Jonathan Zakaï, Eddie Mitchell, mais aussi, j'ai cru reconnaître Michel Crémadès, il y a Régis Laspalès, qui joue le rôle du maire, et une ribambelle d'enfants, tous plus justes les uns que les autres. Ils sont à l'affiche d'Un petit miracle, le film de Sophie Boudre, actuellement en salle, et elle est l'invitée du Grand Oral. Le personnage, donc, cette école s'installe, l'école brûle, ça on l'a vu dans la bande-annonce, on l'installe dans cette maison de retraite, et il y a Alice Paul, Juliette, dans le film. Personnage extraordinaire. Comment vous l'avez inventé, Juliette ? On a toujours rêvé d'avoir une maîtresse qui lui ressemble, en fait. J'avoue. Ah ouais. Donc, comme on a tous un petit peu été échaudés de quelques maîtresses, j'ai voulu la rendre Jamais. Sur School TV, on trouve qu'ils sont tous formidables. formidable. Non, c'est pas encore ce que vous voulez dire, en fait. Allez-y. Non, mais en plus, sincèrement, je trouve qu'ils ont tellement de mérite et c'est pas toujours simple. Et voilà, et c'est vrai que Alice, elle est entre vouloir sauver tous ces petits commerces et ces écoles qui se ferment dans ces villages. Que ce soit les commerces, que ce soit les écoles, on a quand même tendance aujourd'hui à faire que ces villages deviennent un peu des villages fantômes. Donc elle veut déjà sauver son village et que l'école Reste au village. Reste au village. Elle veut aussi, c'est son obsession, que les enfants ne soient pas séparés. Exactement. Elle veut garder ce qu'on appelle en langage de sciences éduques le groupe classe, quoi. Oui, voilà, le troupeau. Son petit troupeau. Ouais. Elle veut garder son troupeau et puis voilà, c'est une maîtresse assez libre, assez moderne. Elle n'est pas dans une autorité débordante qui pourrait un peu traumatiser quelques enfants. Elle est pour le vivre ensemble, elle est pour le mieux vieillir, elle est pour le mieux grandir. Elle est pour faire en sorte que tout ça vive mieux. Et elle est aidée par un jeune homme, un Adsem, qui est un peu plus enfant que les enfants. Son assistant. Ah, absolument, oui. Fabrice Had, voilà. qui est un acteur belge, qui est absolument... Mais d'ailleurs, il n'est même pas belge. Il est normand, il s'est installé en Belgique. Rendons à la Normandie ce qui est à la Normandie, c'est important. Oui, s'il vous plaît, attention. Hein? Non, mais ne faisons pas n'importe quoi. Oui, il y a assez de Belges drôles comme ça. C'est pas la peine d'en inventer de nouveaux. Non, mais voilà. Ils sont très bien dotés, les Belges, en acteurs drôles. On est fan du Belge. Ouais. Non, voilà, il est un tout petit peu plus limité, mais en même temps, voilà, c'est un grand enfant qui cohabite avec ses petits et il est merveilleux, je l'adore. Le point commun de beaucoup des personnages du film, d'une certaine façon, y compris du maire qui pourtant essaye de maintenir tout ça, c'est une forme d'innocence. Absolument. C'est une forme... on s'aperçoit en fait qu'à un moment donné, le plaisir prend le dessus sur la vie, quoi. Enfin, si on sort un petit peu des règles, les gens, ils aiment bien cadrer, mettre dans des cases pour que ça soit bien rangé. Mais parfois, un petit peu de bordel, un peu moins de rangement, ça redonne un peu... Ça peut être sympa aussi. Ça peut redonner un peu de peps. Mais avec cette idée que le peps et que l'étincelle de la vie vient de ça, de cette capacité à attendre, cette capacité à accepter d'être surpris. Déjà, on est quand même sous la coupe d'un directeur d'EHPAD qui est quand même submergé par beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Et puis, il est toujours un peu dans la ligne de mire. De l'Agence régionale de santé. Exactement. Et donc, il essaye déjà de cadrer tout ça comme il le peut. Maintenant, avoir des enfants qui rentrent, il sait que ça ne va pas être simple. Et donc, on est obligé d'essayer de cadrer un peu tout ça. Mais en fait, si on sort un peu du cadre, ça peut quand même être bénéfique. Il y a un thème dans le thème de votre film, je trouve, vous allez me dire que je me trompe si ça se trouve, mais autour de l'intime et autour du corps. Hein. Il y a une scène de toilette d'un vieux monsieur, oui. On voit à un moment donné. Mais il y a aussi le corps de cette petite fille dont le prénom m'échappe, mais Irène, qui va voir Eddie Mitchell. Elle joue effroyablement mal du violon, ça c'est vrai. Ah, ça très et elle dit, moi mon rêve c'est de danser, et oui, j'ai pas le droit de danser, enfin j'ai pas le droit. On ne m'encourage pas à danser parce qu'on me dit t'es trop grosse ma pauvre fille. Et là Eddie Mitchell, le personnage d'Eddie Mitchell du moins va l'encourager, emmène-moi danser, bref.
ce truc sur le corps, moi je l'ai trouvé très présent en fait. Mais oui, mais c'est très bizarre que vous me dites ça, parce qu'en fait, c'est peut-être pas vraiment voulu. D'accord. mais en fait, c'est des thèmes qui sont tellement... Mais comme vous êtes gentil, vous allez me dire que finalement oui. Mais je trouve ça intéressant de le souligner, en tout cas. Mais c'est vrai que le corps, bon, bah, la toilette, c'est plus pour montrer aussi que les infirmières, elles font des toilettes à des gens qui sont pas... C'est pas toujours simple de nettoyer des gens... très débordants de chair, ou des gens tout frêles, à qui ça peut faire peur, hein, un bras tout fin, un bras tout où il n'y a pas beaucoup de peau dessus. Et puis Irène, il y a oui, il y a le rapport au corps des enfants. Les enfants, ils sont tellement lynchés dès qu'ils sont pas tout à fait dans les codes, que voilà, j'avais envie aussi de mettre en avant et de protéger. Moi, voilà, j'avais trouvé que parce que c'est un film de tolérance, il faut dire, être bienveillant, et je trouvais qu'il y avait cette dimension-là aussi, sur le physique. Absolument. Il y a un Joseph qui est dédicataire du film à la fin du... C'est le fils de ma sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et comme vous n'en avez pas parlé aux téléspectateurs, il faut en dire un mot dans ce cas-là. Joseph, c'était le fils de ma sœur qui est parti d'une overdose à l'âge de 18 ans. Et donc, il m'a accompagné toute l'écriture. Il a été très présent parce que j'étais extrêmement proche de lui. Il m'a beaucoup aidé, il est là. Et donc, elle a fait un film. Ma sœur a écrit un bouquin qui s'appelle « Maman ne me laisse pas m'endormir », qui a été adapté par Sylvie Testu en tant que réalisatrice, et Gwendoline Amon, qui a le rôle principal, et Nemo Schiffman, qui a eu le prix d'ailleurs à La Rochelle. Et c'est un film bouleversant, justement, pour éviter ce genre de drame. Qu'est-ce qu'il avait amené, Joseph, dans le film? Alors, vous avez des souvenirs de... Sa protection. Et son inspiration. Waouh. Voilà. Petite, pas du tout petite, pas du tout. Énorme, immense protection et plein de petits moments de bonheur dans ce film. On va continuer à en parler. Je suis tout ému parce que je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez ça sur le dédicateur. J'ai vu Joseph à la fin, je me suis dit je vais lui poser la question. Sophie Boudre, invitée du Grand Oral. On va prendre une petite récré, comme ça le garçon va se remettre. Il est émotif, le garçon. Tous ému. Ça va? Oui, ça va. Super. Ouais. La récré, aujourd'hui, 1 heure de la récré, vous allez nous raconter l'histoire d'une Australienne qui a battu 2 records du monde en 3 jours. Quand on dit ça, bon, sauf qu'elle a 11 ans. Voilà, elle a 11 ans. Voilà. Il y a des prodiges comme ça. Donc, elle s'appelle Sophie Hall. Elle a donc 11 ans. Alors oui, 2 records en 3 jours. Le premier, elle l'a battu lors d'une course à pied. En janvier dernier, elle court 1500 mètres et elle met 4 minutes et 28 secondes. Alors moi, comme ça, je lis ça, je me dis bon... Ouais. Enfin, pour moi, c'est un exploit, évidemment. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, pour vous donner une comparaison... Moi, c'est courir que je ne comprends pas dans la phrase. Je suis pareil que vous, Emmanuel. Donc, le record du monde du 1500 mètres femmes est de 3 minutes 50. Ah oui, d'accord. Donc, 4,28 à 11 ans, extraordinaire. C'est pas mal. Donc, premier record. Et seulement 2 jours plus tard, cette fois-ci, c'est un 3000 mètres qu'elle court en 9 minutes 38 secondes. Et à chaque fois, elle a battu des jeunes filles qui étaient plus âgées qu'elle. Donc, 2 records en 2 jours. Voilà, facile. Et comme tout ça n'est pas... assez injuste et assez fou. Et ben, elle est aussi très forte en natation, puisque le même mois, elle a gagné une médaille d'argent lors d'un championnat régional. Emmanuel, c'est pour nous. Voilà, Elle va faire l'Ironman. L'Ironman, future championne olympique. Donc retenez son nom. 11 ans, elle a. 11 ans. Ouais, donc elle ne sera pas à Paris 2024, mais pour les JO de 2028, elle devrait être mûre. Une gazelle. Génial. Une gazelle, exactement. On adore. Super. Voilà. Et merci beaucoup. Mais merci à vous. Grand oral, Sophie Boudre. Un petit miracle, c'est pas un film à thèse, mais il est quand même parcouru par des questions de société qui font l'actualité. Elles ont été citées. Il y a la désertification du milieu rural, il y a la fermeture des services publics, le manque de moyens pour les maisons de retraite. Sophie Boudre, c'est aussi un film qui dénonce. Bah oui, tant qu'à faire, parce que c'est vrai que, alors, sans être trop... C'est pas trop lourd. Non, voilà. Non, je vous l'accorde. Mais c'est quand même clair, on peut pas se tromper. Trop être moralisatrice de tout ça, parce que je trouve que voilà, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est un milieu très compliqué. Il manque d'effectifs, il manque de moyens, ils sont mal payés. Moi, alors, quand vous dites ça s'applique à l'école ou ça s'applique aux EHPAD ou les deux? Quand quoi, pardon? Quand vous dites il manque de moyens, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas assez payés, vous parlez des EHPAD ou des écoles? Des deux, finalement. Je pense des deux. Et c'est ça. Et c'est vraiment des métiers... Enfin, moi, je suis admirative de
cette volonté de sauver ces gens, de s'en occuper, d'être... c'est dur, quoi. Donc, je sais pas, il faut les mettre un peu dans la lumière. Hein. C'est des sujets quand même très, très, très importants. Vous êtes dans un territoire abandonné par la société. C'est ce que dit Jonathan, le personnage qu'interprète Jonathan Zakaï au début Mais c'est du film. vrai, abandonné par la société. Donc, j'espère que, je sais pas, qu'on va essayer de réinjecter un petit souffle pour aider tous ces gens, parce que ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un cours, alors il y a plusieurs cours qui sont filmés, mais il y a une thématique générale qui est choisie par Alice Paul, qui interprète l'institutrice. C'est la résistance. Oui. C'est important. Je trouve que c'est un peu la base de l'histoire, entre autres, parce qu'on en a beaucoup des sujets, mais en tout cas, je trouve qu'en France, il faut réinjecter. Alors, bon, les enfants, là, étaient un peu jeunes, mais quand même, ils prennent vite conscience de ce qui est de notre passé, de notre histoire. Et c'est une... Oui, vous leur faites un cours sur la guerre alors que certains sont tout petits, quand même. Un peu tout petit. Il y en a oui, qui disent, on parlait de la guerre. Ouais, la guerre. Non, mais en fait, c'est ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, quand des personnes qui ont vécu ça racontent, tout d'un coup, tu as une attention qui est beaucoup plus intense qu'une maîtresse, ça peut être un petit peu plus académique. Et n'importe quel sujet, si tu as quelqu'un qui te raconte avec le cœur qui parle et du vécu, on imprime mieux. Les deux aînées du film sont Anna et Rebecca, non? Absolument. Elles ont quel âge, les comédiennes qui les interprètent? 94 ans. 94 ans. Grande actrice de la comédie française, exceptionnelle. Elles vivent ensemble, elles dorment ensemble, elles mangent ensemble. C'est des siamoises et elles sont divines. Ouais, et elles interprètent deux anciennes petites filles qui ont échappé à la déportation. Odile Mallet, Geneviève Brunet, pardon. Ouais, exactement. Il y a aussi la question de l'épuisement professionnel, du manque de perspective, la menace de démission avant de l'infirmière cadre, Noémie, qui dit j'en peux plus, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Parce que c'est des ganèches, quoi. Elles sont multifonctions, ces infirmières. Elles font ce que devraient faire 8 personnes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas des Wonder Woman, elles le sont dans leur vocation, mais il faut les aider à essayer d'avoir moins de charges, parce que c'est terrible. Mais alors, il y en a un qui est un peu fatigué aussi, mais qui, à la fin, avec sa petite étincelle, fait beaucoup, c'est Eddie Mitchell. Ah, notre Eddie, notre Eddie national. Déjà, ça a été un rêve de travailler avec lui. Nous, on s'est apprivoisés et je me suis éclatée parce que c'est un grand monsieur qui a une âme merveilleuse, qui a un grand cœur et qui prend du plaisir surtout. Et de voir quelqu'un à 80 balais continuer à avoir autant de plaisir à être sur un plateau, moi, je suis admirative de ça. Mais c'est vrai que, in fine, il n'a plus envie de partir. Hein. Il a envie de rester, il a envie qu'on l'emmerde. Ouais, c'est ça. Au début du film, il dit « je veux pas qu'on m'emmerde » et à la fin, il dit « je veux bien qu'on m'emmerde ». Ouais. Il a retrouvé l'envie de... Mais c'était extra d'ailleurs avec les enfants, ils sont très très bien entendus parce que les 8... qui était quand même un peu... lui chanter tout son répertoire dès qu'il le voyait, alors de Boogie Woogie à la dernière séance, toutes les 2 secondes. C'est les parents qui leur avaient appris. Non, à mon avis... Ils avaient dû regarder qui... mais tu connais pas Eddie Mitchell, voilà. Donc lui, il était là, comme ça. Ça éclatait. Non, c'était très très drôle. C'était très drôle. Excellent. Il a beaucoup fait pour l'amour du cinéma aussi, avec la dernière séance. Vous regardiez, vous? Je regardais, j'étais un peu petite, et puis moi, c'était pas trop les westerns, les films américains après-guerre et tout ça, c'est pas... Il y en a que j'adore, mais c'était pas totalement mon créneau, mais c'est un peu le maître, c'est un grand cinéphile. Hein. Grand cinéphile, et ce film, Un petit miracle, vous restez avec nous pour le cours particulier? Mais avec joie. Là, vous allez laisser la place à Marie? Avec plaisir. Cours particulier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Souvent avec vous, soit on voyage pour découvrir des pédagogies nouvelles, soit on rencontre des grandes figures de l'éducation, et ce sera le cas aujourd'hui avec cette enseignante pas très connue, je dois dire, et qui a pourtant réalisé de grandes choses. Vous nous parlez, Marie d'Yvonne Agnauer. Exactement. Et on remonte à la fin du 19e siècle. Tout à fait. Yvonne Agnauer ou Goéland, pardon, je vous laisse suspense pour plus tard quant à son surnom. Oui, Goéland. Goéland, d'accord. D'une famille bretonne, Yvonne est née à Paris en 1898 et décédée à Meudon 87 ans plus tard. D'accord, elle a donc vécu 2 guerres mondiales. Et en quoi a-t-elle transformé l'éducation, ou pensé l'éducation du XXe siècle? Alors, Yvonne, déjà, est une jeune femme brillante qui a fait des études, ce qui n'est pas monnaie courante à l'époque pour les femmes. Elle est normalienne et obtient même un diplôme de l'université de Cambridge en anglais. Elle est donc titulaire d'un certificat d'enseignement général en histoire, lettres et anglais lorsqu'elle devient institutrice à la fin de la Première Guerre mondiale. Époque à laquelle elle se marie avec Roger. Roger, exactement, Roger Agnauer. Alors lui, c'est Pingouin pour les intimes, mais je vous dirai plus tard. Alors qu'on va arriver au... Pingouin et Goéland. Pingouin et Goéland, ouais. C'est ça.
Et en fait, Roger est lui aussi instituteur, militant humaniste et communiste anti-stalinien. Yvonne, elle est engagée ? Oui, elle est très engagée, elle n'a pas besoin de son mari pour l'être. Elle est féministe, syndicaliste, elle milite au sein du syndicat national des instituteurs, le SNI. Elle cofonde la Ligue des femmes pour la paix en 1938 et signe le manifeste Paix immédiate de Louis Lecoing en 1939, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être renvoyé de l'enseignement public. Parce que le manifeste n'est pas au goût du gouvernement de l'époque. C'est un manifeste un peu anarchiste. Le gouvernement Daladier radie donc Yvonne et Roger, son mari, de l'enseignement public à cause de leur militantisme au sein d'un mouvement syndicaliste révolutionnaire. Alors que font-ils à ce moment-là ? Mais que fait Yvonne ? Et en fait, Yvonne, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle a plein de ressources. Elle devient représentante aux éditions Sudel. Donc en fait, elle a scolaire qui existe toujours d'ailleurs. Paris en vélo ou à pied avec des tonnes de livres sous les bras. Et surtout, elle est résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fonde pendant cette période la maison de Sèvres, c'est ça ? Oui, mais avant cela, en 1941, elle dirige une colonie de vacances dans l'Yonne. Cela lui permet de garder un pied dans l'éducation et la transmission qu'elle chérit tant. Et en fait, elle dirige la maison de Sèvres qui est créée ensuite par le Secours National. D'accord, donc c'est le Secours National, c'est une œuvre de charité ? Oui, tout à fait. C'est une œuvre de charité, ouais, exactement. C'est une œuvre de charité pendant... Et quelle est l'idée donc ? En fait, l'idée, c'est de créer une maison pour les enfants qui sont en grande difficulté. Donc ceux qui sont sous-alimentés, qui ont des problèmes sociaux ou qui ont souffert de l'exode. Et donc là, quel est le rôle d'Yvonne dans ce cadre-là ? Alors Yvonne et son mari Roger font vivre cette maison, ils l'animent et très vite, ils accueillent des enfants juifs auxquels sont remis de faux papiers pour les protéger. Il y a aussi des orphelins de la guerre. Et des adultes dans l'établissement, non ? Oui, vous avez raison. Il y avait dans le même établissement de nombreux proscrits en fait, du régime de Vichy, ce qui paraît assez fou. Donc il y avait des adultes juifs et c'est de là que viennent les surnoms goélands pour Yvonne et Pingouin pour Roger, puisque tous les adultes avaient un surnom pour cacher l'identité des personnes qui étaient recherchées. Et cette habitude des surnoms... Ils ont gardé en fait les surnoms après la guerre. Yvonne Agnour, elle reste dans cette maison après la guerre ? Oui, elle reste dans la maison de Sèvres jusque dans les années 70. Et après-guerre, Goéland, du coup son surnom, peut mettre en œuvre vraiment toute sa pédagogie, même si elle le faisait déjà pendant la guerre. Elle s'inspire beaucoup des principes de pédagogie active. Donc elle avait participé notamment avant la guerre à la création des centres d'entraînement aux méthodes de pédagogie active qui s'appellent aujourd'hui les CEA. Présidé par Philippe Mérieux qui vient régulièrement sur School TV. Oui. Et Yvonne suit les principes d'Ovide de Crowley en particulier qui se basent sur les centres d'intérêt de l'enfant. De Crowley, c'est observer, comprendre, agir, c'est ça hein ? Vous avez bien retenu. J'ai révisé. Et elle fait quoi concrètement Yvonne dans ce cas-là ? Alors concrètement, déjà, elle souhaite garder le statut de la Maison de Sèvres. C'est une école qui est publique mais qui est gérée par une association, donc ça laisse plus de liberté pédagogique. Il y a aussi un internat pour une plus grande cohésion et des classes réduites. Mais aussi et surtout, ils font des activités qui sortent des programmes classiques. Donc, ils gardent les cours classiques, mais il y a aussi beaucoup de chant choral, notamment. Des activités comme la céramique, le jardinage ou encore des danses folkloriques. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de l'œuvre de Goéland ? Alors, des souvenirs inoubliables de ses élèves. Il y a un certain nombre de témoignages, notamment des enfants déportés dont elle a sauvé la vie. Elle est aussi chevalier de la Légion d'honneur et a été désignée juste parmi les nations. Et en 2005, une plaque commémorative en sa mémoire et en celle de Pingouin, son mari, a été inaugurée à Sèvres. Et il y a un très beau documentaire aussi qui est signé Michel Leclerc, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Goéland et Pingouin et leurs 500 petits. Et je vous le conseille. Excellent. C'est un vrai sujet de film. Mais c'est ce que j'allais dire. Oui, merci. Alors, le docu a été fait, mais vous pouvez y aller sur une fiction. Là. Absolument, parce que c'est vraiment un très très beau personnage. Et puis ça va croiser certains sujets qu'on retrouve dans Un petit miracle autour de la résistance. Et voilà, et après les pédagogies actives. Il y a un truc à faire. Génial. Merci beaucoup, Marie. Et c'est vrai que son œuvre est moins connue que celle de certains de ses contemporains. Tout à fait. Pas seulement que de Crowley. C'est vrai que dans ces années-là, on parle, vous faites, Freinet Montessori et les autres. C'est ça. Et le couple Agnauer. Agnauer, moins connu, mais formidable. Merci, belle découverte. Merci. Petit miracle, c'est pas une découverte. Déjà 125 000 personnes qui l'ont vu. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on l'a découvert. Mais enfin, il est encore diffusé dans plein de salles en France. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez y aller. Feel Good Movie, par excellence. Sophie Boudre, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont pour le maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Dylan Coller. Pour le son, Saïd Mamou pour la réalisation, Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.